Bonjour, aujourd'hui donc nous sommes en Champagne, dans la Côte des Bars, avec Aurélien Gerbet des Champagnes Pierre Gerbet, donc à Celles-sur-Ours. Bonjour Aurélien. Bonjour. Peux-tu nous présenter un peu l'histoire de ta famille et le domaine? Eh bien, donc on est un domaine situé à Celles-sur-Ours. Toutes les vignes sont situées à Celles-sur-Ours et uniquement sur Celles-sur-Ours. Celles-sur-Ours dans la Côte des Bars. Moi, je suis la 8e génération à travailler dans le terroir de Celles-sur-Ours, dans les vignes à Celles-sur-Ours. Et je suis la 4e génération à faire du champagne. L'histoire de notre famille, elle est un peu à l'image d'un certain nombre de familles historiques d'ici, de la région, c'est-à-dire des familles qui vivaient de la polyculture et vivaient de plusieurs activités dans notre région, puisque la région a quand même été longtemps on va dire difficile au développement de la vigne à cause de son climat et qui faisait perdre beaucoup de récoltes. Mon grand-père me racontait, 9 récoltes sur 10 étaient perdues au début des années 1900 à cause du gel, notamment le gel de printemps. Donc ce facteur-là a fait que le développement de la vigne ici s'est fait un peu plus tardivement. Donc les gens avaient besoin de plusieurs activités pour vivre. Nous, dans la famille, on va dire dans un village, chaque famille avait on va dire un travail et travaillait aussi pour les autres membres du village. Donc il y a des familles qui se chargeaient du pressurage, d'autres qui se chargeaient de la vinification, la distillation, de plein de choses. Nous, on était plutôt chargés dans la famille du labour et on a eu longtemps des chevaux au domaine pour le labour avant l'invention du tracteur et de la mécanisation. Dans la famille, c'est ça. Les gens, après arriver, le développement de la région s'est fait beaucoup. C'est fait en termes de champagne. Avant, on produisait plutôt du vin rouge, avant phylloxéra. On avait beaucoup de gamay dans la région parce que c'est aussi un cépage qui était aussi résistant contre le gel de printemps. Polyactivité, donc la génération, donc le domaine c'est mon grand-père. La première génération à expérimenter le champagne au début des années 1900, c'était le père de mon grand-père, André, avec son oncle qui s'appelait Ulysse. Donc eux ont continué cette polyactivité, mais ont surtout amené les premières expérimentations de vinification de champagne. Mon grand-père, c'est vraiment la personne qui a constitué le vignoble et qui s'est focalisé uniquement à la vigne, qui a arrêté de faire de la polyactivité, qui s'est focalisé sur la vigne. Et il a vraiment constitué le vignoble après les années après, on va dire après-guerre, ou vraiment après la Seconde Guerre mondiale, où vraiment le vignoble ici s'est beaucoup développé et s'est développé avec l'arrivée aussi de la technologie provenant de la guerre, qui a été l'aspersion. L'aspersion, c'était un moyen de lutter et un moyen efficace de lutter contre le gel de printemps. C'était cette solution vraiment trouvée. Oui, d'ailleurs pour l'aspersion, on peut voir derrière donc, les installations qui permettent donc de contrôler, de limiter les dégâts du gel. Exactement, donc c'est une technique qu'on trouve aussi à Chablis qui a vraiment permis à la région de devenir viable pour faire de la vigne à l'époque où le climat était moins propice que maintenant. Vraiment la région s'est développée à partir de ce moment-là. Donc mon grand-père lui a fait tout ce travail de recherche, de constitution de vignobles et de recherche
il avait plusieurs options. Il pouvait se développer dans plein de villages différents et essayer de rechercher plein de villages différents. Lui, il a fait le choix de se concentrer dans son village, Celles-sur-Ours, et d'essayer d'identifier des fortes personnalités dans le terroir de Celles-sur-Ours. Donc il a commencé avec un cadeau de mariage qui provenait de son père et de son oncle, qui a 40 arts de vigne, 3 petites parcelles. Et aujourd'hui, nous, on a un peu plus de 15 hectares sur 20 terroirs différents, 20 fortes personnalités que mon grand-père a sélectionnées et que par la suite, avec mon père, ils ont planté, puisque tout ça, tout ce que mon grand-père a acheté et a sélectionné, a mis sa génération, la génération de mon père, et une petite partie de la mienne, puisqu'on vient de cette année de planter les dernières parcelles que mon grand-père avait achetées, donc des parcelles vierges de vigne depuis plus de 50 ans, voire plus. Donc voilà le cheminement un petit peu dans la famille de mon grand-père, qui est à l'origine de cette constitution de vignoble et de ses choix, notamment en termes d'encépagement, et de mon père qui a continué dans cette voie-là, et notamment en continuant à développer un cépage qui est le Pinot Blanc, et qui est avant l'aspersion la première et la seule solution que les vignerons avaient utilisée ici pour lutter contre le gel de printemps. Ce Pinot Blanc qui est un cépage à un débourrement plus tardif, ce qui faisait que le Pinot Noir, le Chardonnay était plus sensible au gel de printemps, et que le débourrement plus tardif du Pinot Blanc permettait parfois de gagner du temps et de limiter cette exposition au gel de printemps. Et donc te concernant, avant de arriver sur le domaine, je sais que tu as un parcours en dehors d'ici pour te former. Quel a été ce parcours ? Mon parcours, il est un parcours peut-être traditionnel, je ne sais pas pour la région. Mon père était déjà allé en Bourgogne, mais mon parcours a été d'aller en Bourgogne, aller apprendre la vigne et le vin en Bourgogne. Après mon bac, après mon collège d'ici, j'ai fait mon bac, mon BTS au lycée viticole de Beaune. Donc j'ai passé 5 ans. J'ai terminé en 2009 avec une dernière expérience en Bourgogne durant mon BTS qui était chez Olivier Lamy de Ménubert Lamy à Saint-Aubin. Et donc c'est un peu Olivier qui m'a fait prendre conscience de ce métier, de la vision dans laquelle qu'il avait lui pour ce métier. C'est ce qui en fait un peu mon père spirituel aujourd'hui. Et c'est dans cette voie-là et par cette intention-là que j'ai continué après à faire mes études. Je suis allé en Nouvelle-Zélande l'année d'après Olivier. Je suis allé vinifier faire une vendange dans un domaine qui s'appelle Neudorf, qui est un des pionniers dans l'utilisation du chardonnay en Nouvelle-Zélande, dans une région qui s'appelle Nelson, au nord de l'île du Sud. Puis après je suis revenu en France pour faire une autre partie de notre métier qui est plutôt une partie de commercialisation et de gestion. Donc j'ai fait 2 écoles de commerce, une à Bordeaux et une à Dijon, avant de revenir en 2011 ici complètement au domaine. D'accord. Donc là, on a parlé du Pinot Blanc, et justement on est dans ta parcelle emblématique, oui. Celle qui produit ta grande cuvée, oui. Qui est une parcelle de Pinot Blanc qui a été plantée en quelle année ? Donc c'est une parcelle qui est sur le terroir qu'on appelle l'Éproie. C'est une parcelle qui est sentimentale et importante pour nous, puisque c'est la parcelle qui a fait qu'on se transmet de génération en génération. Elle a été une des premières parcelles du village greffée après Phylloxéra, ou durant Phylloxéra, sur Ruggieri, qui est un vieux porte-greffe, qui a été greffé en 1904 pour 0,24 hectares. Donc c'est une parcelle qui a aussi montré
aux générations de notre famille la capacité à pouvoir faire des grands vins avec des cépages blancs dans la Côte des Bars, alors que le pinot noir se développait. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que dans notre domaine, on a une grande proportion, une proportion inédite pour la région de cépages blancs, avec 50% du domaine qui est réparti en cépages blancs, avec 25 de chardonnay et 25 de pinot blanc, le reste étant du pinot noir. Donc c'est vraiment cette parcelle-là qui est importante aussi pour la diversité et l'histoire du pinot blanc en Champagne, parce que c'est des vieux plants, des vieilles sélections. D'ailleurs, c'est pour replanter les pieds manquants sur la parcelle, tu refais une sélection massale dans cette parcelle-ci. Voilà. Donc sur des pieds qui ont été déjà identifiés. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de clones, donc tout était des sélections, on va dire, massales de chaque domaine avait leur sélection. Et aujourd'hui, on en est, on n'a pas replanté dans cette parcelle, on en est la deuxième génération de cette sélection qui nous est propre et qui permet encore une fois de sauvegarder un peu ce qu'on a perdu, c'est une diversité d'individus et de personnalités dans les plants de pinot blanc, puisque aujourd'hui en pinot blanc, on a le choix principalement entre 2 clones et après c'est à peu près tout. Donc voilà, l'objectif de cette parcelle-là et notre travail, c'est de continuer à garder la diversité des pinots blancs. Avec diversité génétique. Ouais. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que justement pour garder ces vieux pieds donc en bonne santé, on voit qu'il n'y a pas ou très peu de maladies du bois. Tu pratiques toi aussi donc le curetage. Oui, un petit peu de curetage. La taille déjà, la taille c'est sûr que ça a été très compliqué quand on a plusieurs générations qui taillent sur la même, 3-4 générations de tailleurs sur le même plan. Quand on a des vieilles vignes, après c'est compliqué la taille, mais on essaye toujours d'avoir cette philosophie de trajet de sève. Et après, quand on a des pieds qui en partie sèchent ou se dégradent on fait un petit peu de curetage sur cette parcelle-là, essentiellement, qui est sur d'autres vieilles parcelles, mais beaucoup sur nos vieilles vignes. Donc pour parler du pinot blanc, on a retrouvé une petite grappe juste avant d'attaquer le tournage. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ici, j'ai toujours beaucoup de gens qui me demandent alors, le pinot blanc, vous l'appelez le pinot blanc vrai. Donc moi je cherche encore, mais avec l'histoire que mon grand-père, que les anciens racontent, ici le pinot blanc, on l'appelle le pinot blanc vrai. C'est peut-être une sélection un peu plus locale. Qui est lié au village ou au village voisin, mais très local dans la Côte des Bars, de ce pinot blanc. Donc c'est un pinot blanc qui est, d'après les anciens, d'origine bourguignonne. On peut en trouver encore en Bourgogne des pinots blancs. Nous, ces pinots blancs-là, on les a peut-être resélectionnés pour donner des pinots blancs vrais, ce qu'on appelait les blancs vrais nous ici. Donc c'est des sélections qui sont de grappes qui sont plus petites, un peu moins compactes, un peu plus lâches, et qui sont aussi, quand elles vieillissent, comme toute vigne commence à milrander, mais qui milrandent assez tôt. Donc on a des grappes qui sont beaucoup plus petites, qui donnent plutôt des choses plus concentrées, avec des petites baies, des grosses baies. Et c'est ce type de sélection-là que nous on utilise pour faire nos pinots blancs. Et une pellicule mouchetée. Voilà, une pellicule mouchetée, un raisin qui a tendance à venir, à venir se concentrer peut-être plus facilement qu'un pinot blanc classique qu'on peut trouver actuellement, que ce soit des clones ou autres.
Donc nous sommes avec Aurélien dans une parcelle de chardonnay et dans cette parcelle on va un peu discuter terroir de la Côte des Bars, puisque je pense que comme tu m'expliquais c'est assez représentatif de ce qu'on va pouvoir retrouver sur l'ensemble de ton vignoble. Ouais. Donc Aurélien, peux-tu nous dire un peu comment est composé le sol de cette parcelle? Donc Côte des Bars, c'est une ligne de sol qui fait partie du Quiméridien. Quiméridien, c'est prolongement du vignoble de Chablis, donc c'est une veine de sol qui traverse la France, qui commence ici, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine dans la Côte des Bars, qui passe par Épineuil, Chablis et qui termine à Sancerre. Le Quiméridien, c'est quoi? Ça représente, on va dire, 90% du terroir de la Côte des Bars. Si on essaye de le comparer et de le positionner sur le coteau, c'est la partie basse jusqu'au quasi vers le haut. Ouais, grosso modo, c'est d'en bas jusque là, grosso modo. Du bas de la vallée jusqu'à ici, quasiment la totalité du coteau, avec différentes strates, Quiméridien inférieur, Quiméridien moyen, Quiméridien supérieur, avec un peu à l'image de la Bourgogne, avec un bas de coteau sur Quiméridien inférieur avec une partie un peu plus érodée, un milieu de coteau qui est un peu le juste équilibre entre ces éboulis et ce côté érodé en haut, et puis la partie supérieure qui est, on va dire, avec un peu comme ici, avec une profondeur de sol très superficielle, et donc quand je disais Quiméridien pour la majorité, 90%, les 10 autres pourcents sont ce terroir-là sur lequel on est actuellement, qui est le portlandien, qui peut être un peu assimilé au terroir de Petit Chablis, ce qui est un âge de sol qui est un peu plus jeune, avec une pierre un peu plus, un calcaire un peu plus anguleux, où on va peut-être moins trouver, qui est vraiment la typicité du Quiméridien, c'est des petites huiles fossilisées. Le Quiméridien, c'est quoi? Et ce qu'on peut appeler, oui, la minéralité de Chablis ou la fraîcheur dans les vins qu'on peut trouver dans le Chablisien ou alors ici, c'est de ce qu'on appelle Exogera virgula, des petites huiles, de l'agglomération de petites huiles fossilisées qui ont été compactées, et c'est ce que les racines viennent chercher quand on travaille bien la vigne, et ce qui donne cette fraîcheur et cette énergie. Donc là on est dans une de tes parcelles un peu particulières, puisque la Côte des Bars c'est essentiellement Pinot Noir comme tu me disais. Oui. Là on est dans une parcelle de Chardonnay exposée plein nord, ouais, qui compose la cuvée l'osmose. Exactement. Qui est de composer de deux parcelles. Donc tu peux nous expliquer un peu la plantation et l'esprit du tout? L'esprit, c'est dans la famille on a une attirance particulière pour des cépages blancs, donc on est atypique pour ça. Dans les cépages blancs, on utilise, il y a le chardonnay. La particularité de cette parcelle-là, c'est un peu la conséquence d'une sensation de mon grand-père il y a une quarantaine d'années, où historiquement les chardonnays étaient toujours plantés sur les expositions sud pour aller chercher la maturité. Le chardonnay avait besoin d'encore plus de maturité que le pinot noir. Donc les anciens du village plantaient tous leurs chardonnays sur un terroir spécifique qui s'appelle Chamviol, et qui est un terroir le plus mûr et qui a la capacité de mûrir la plus grande. Donc tous les anciens vignerons du village plantaient des chardonnays au sud. L'approche de mon grand-père quand il a planté cette parcelle-là, c'est qu'il s'apercevait, il commençait à s'apercevoir aussi, peut-être avec l'influence du changement du climat et l'influence de tout ça, que les chardonnays exposés au sud commençaient sur le terroir de la Côte des Bars, ici à Selles, commençaient à donner des choses très mûres, très opulentes, et qui pouvaient parfois manquer de tension et d'énergie. Donc il s'est dit, peut-être que c'est l'occasion d'aller chercher un autre terroir pour planter du chardonnay. Et donc il a trouvé ce terroir ici, qui s'appelle les Côtes, donc qui est un terroir un peu particulier, une petite partie haute en portlandien, le reste en quiméridien supérieur, assez pentu, et qui est exposé au nord, donc qui permet à la cuvée de l'osmose, puisqu'elle est composée à moitié-moitié entre les deux expositions nord et sud, qui permet à l'osmose de garder une certaine fraîcheur et une énergie, grâce notamment à cette exposition nord, qui est, on va dire, un blanc de blanc, un chardonnay de la Côte des Bars qu'on trouve peut-être peu dans cet équilibre-là.
Du coup, là, pour revenir à la parcelle également, Ouais. tu me parlais tout à l'heure de hauteur de palissage qui est quand même là assez haute pour la Champagne. Ouais. Donc tu m'expliquais côté nord plutôt palissage assez haut, côté sud plutôt bas. C'est quoi l'objectif en fait en ajustant ton palissage en fonction de l'exposition? Dans la viticule, c'est ça. Alors, en fonction des expositions, en fonction des besoins et en fonction de ce ressenti, on essaie de travailler la vigne différemment sur chaque terroir. Sur ce terroir-là, qui est un terroir où au final le soleil qu'on voit là se lève dans cette direction et tourne et vient dans le dos et vient frapper de ma mère plutôt dans le dos. Cette parcelle-là a une exposition en pleine maturité, on va dire, relativement faible, avec de l'ombre, pas mal d'ombre portée, même le matin. Donc l'approche, elle est, on va essayer, tout en gardant de la fraîcheur du vent du nord et de cette exposition-là, d'augmenter la hauteur de feuillage pour augmenter la photosynthèse et la capacité à produire du sucre et à avoir des raisins mûrs. Donc le but, c'est d'avoir des raisins mûrs et d'avoir aussi peut-être un écart plus atténué entre les expositions nord et les expositions sud, parce que les maturités au moment de vendange vont très vite chez nous ici. On passe très vite d'un raisin un peu mûr à un raisin trop mûr et qui peut éventuellement partir et être dégradé en pourriture après. Donc nous on doit vendanger et on vendange en une dizaine de jours de manière historique et c'est cette rapidité-là d'intervention qu'on recherche quand on met plus de feuilles dans certaines parcelles, voilà, pour limiter cette chute d'acidité qu'on a dans la région. Donc Aurélien, là on est arrivé un peu dans une autre partie de ton vignoble. Oui. Tu peux nous expliquer un peu les parcelles qui sont ici? Ouais. On a un croisement de plusieurs terroirs. Un terroir qui est sur la partie haute du coteau, qui est un terroir qui est le prolongement des côtes, mais là pour le coup en pinot noir, qu'on appelle nous les grandes côtes. On a un terroir qui est derrière nous ici, qu'on appelle les Saintes-Maries, avec deux parties, une partie plus ancienne et une partie plus jeune. Plus ancienne, on est sur une vigne qui a 70 ans, une partie plus jeune, une vigne qui a 40 ans. C'est le terroir avec lequel nous faisons l'audace. C'est un terroir un peu sentimental parce que c'est un des premiers terroirs qu'on a eu dans la famille. C'est un quasi-monopole. C'est un terroir qui est plein cœur du quiméridien moyen, et qui est surtout sur une veine d'argile brune qui donne au pinot noir une certaine puissance, générosité, et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans la cuvée de l'audace quand on a cherché à montrer ce que le pinot noir dans la Côte des Bars, puisque c'est pour la majorité des gens ce pourquoi la Côte des Bars est connue ou reconnue en Champagne comme un grand terroir à pinot noir. Voilà, essayer de montrer cette capacité du pinot noir ici à faire des vins puissants, riches, opulents, gourmands. Voilà, c'est ce type de terroir. Donc mi-coteau, une veine d'argile brune, et ici voilà, une parcelle qui a ça, 70 ans, avec un côté un peu atypique sur le haut de la parcelle, qui est encore une fois une recherche de que pourra être, quel va encore être l'impact du changement climatique à l'avenir. D'accord. On parlait de travail de mon grand-père sur le chardonnay, sur la parcelle des côtes, quand il allait chercher une exposition nord. Ici, on est dans une exposition encore une fois nord. Par contre, on est sur un travail de est-ce qu'on pourra continuer à produire du champagne en Champagne avec le réchauffement climatique,
tout en gardant à l'idée que pour faire un grand champagne, c'est à la fois des raisins mûrs et des raisins qui sont le plus complexes possible avec ce toucher de chiméridien. Mais aussi, un grand champagne, c'est un champagne qui est un grand raisin qui arrive à garder de l'acidité. Donc la question c'est, est-ce que nous, en étant la partie la plus au sud de la Champagne, on va être capable à l'avenir de garder assez d'acidité pour pouvoir continuer à produire du champagne. Moi, mon approche et cet essai-là, c'est de dire peut-être que si on plante une vigne, c'est pour les 60-80 prochaines années. Je ne suis pas certain qu'on puisse continuer à garder cette acidité-là pendant jusqu'à là. Donc mon approche, elle est de dire peut-être qu'on devra anticiper un peu ce changement climatique et cet impact de climat, et peut-être anticiper le fait qu'un jour on fera plus de champagne et qu'on fera du vin, tranquille. D'accord. Donc on fera peut-être du vin blanc, mais on fera aussi du vin rouge, comme on a fait aux prémices de la région ici. Et avant de faire du champagne, on faisait du vin rouge avec du gamay, sur un aspect on va dire un peu plus glouglou du gamay et consommation personnelle des gens de la région avant 1900. Mais on va revenir ici peut-être dans la région, être après la Syrah qui a tendance à monter ou qui arrivera, je sais pas, peut-être un jour en Bourgogne ou avec d'autres cépages, on ne sait pas. Peut-être qu'ici, on ne pourra plus faire de bulles, mais on continuera à faire des tranquilles. Et notamment avec du pinot noir. Donc cet essai, c'est ça, c'est la recherche de ça. Du coup, on va profiter de voir cet essai, donc qui est la vigne Palissé-Acéo et Tressé, pour parler un peu viticulture avec toi. Ouais. Donc comment tu fonctionnes au niveau travail des sols, travail au niveau phytosanitaire, tout ça? L'approche, elle est d'être toujours dans une recherche de qualité, de complexité de raisin optimum. Donc on est dans une approche, on va dire, la plus naturelle possible jusqu'à ce qu'on mette en péril la qualité des raisins et la santé de la vigne. On est en phase d'essai sur la viticulture bio et la viticulture biodynamique. On n'est pas certifié. On est dans une recherche de concentration, ce qui fait qu'on volontairement travaille avec des vieilles vignes. La moyenne d'âge du vignoble est entre 35 et 40 ans, avec des vignes qui ont jusqu'à plus de 100 ans, notamment sur une parcelle de pinot blanc. C'est cette volonté-là, des vieilles vignes, des vignes qui s'enracinent profondément, qui vont chercher le chiméridien et cette roche-mère. On est sur une production, une recherche de concentration, donc qui dit une production, on va dire, plus faible que ce qu'on peut imaginer en Champagne. On est sur tout un tas d'étapes qui nous permettent d'arriver à concentrer et à améliorer aussi les équilibres de la vigne. Une des étapes qui est intéressante, qui est importante, c'est la taille. Et c'est aussi majoritairement pourquoi cet essai-là dans les Saintes-Maries existe. On est sur 4 systèmes de taille différents. Nous, au domaine, tout est taillé en Guyot-Poussard. Ce système, c'est un système de taille qui utilise et qui cherche à comprendre le trajet de sève et on va dire l'irrigation d'un pied pour limiter le bois mort et limiter le développement des maladies du bois comme l'esca. Donc c'est comprendre un pied de vigne pour pouvoir augmenter son espérance de vie en évitant de le traumatiser par la taille, parce que la taille est une action traumatisante pour lui. Donc c'est limiter ce traumatisme. Donc nous, tout le domaine est taillé comme ça. Depuis un certain temps, nous ici, on avait une taille un peu particulière qui était vraiment adaptée au secteur de Celles-sur-Ours, parce que c'est une taille qui était déjà avec ces trois départs,
Le Guyot Poussard, c'est ça, hein, 2 coursons, une baguette. Nous, au lieu d'avoir 2 coursons, on avait plutôt une montée au fil. C'est ce que les anciens faisaient. Et coursons et baguettes, ce qui faisait qu'on avait peut-être plus de chances de limiter contre un fléau ici qui a un peu empêché ou diminué le développement, la rapidité du développement de la partie sud de la Champagne, qui était le gel de printemps. Il y a de ça 100 ans, on récoltait une fois sur 10 dans notre région à cause du gel. Donc du coup, cette taille-là nous permettait d'arriver à garder peut-être un peu plus de raisin. Donc ce qu'on a fait depuis 5-6 ans, c'est raccourcir encore cette taille-là et de passer directement de passer à ça, ce qu'on appelle aujourd'hui le Guyot Poussard, qui je pense deviendra une taille, la taille la plus pratiquée dans nos régions, la Bourgogne, Sancerre et la partie sud de la Champagne, je pense. Du coup, après, au niveau, donc tu travailles les sols, oui. pas de désherbant chimique, non, on est bien d'accord. Depuis fin des années 90, il y a des vignes qui n'ont jamais vu de désherbant, qui étaient sur des terroirs propices à ce que l'herbe ne pousse pas et à ce que était aussi facile à travailler par le cheval à l'époque, parce qu'on a tous commencé à travailler au cheval ici. Moi, le job de notre famille, le travail de notre famille dans le village au début du siècle dernier, c'était de labourer au cheval. Donc on a fait du labour au cheval, on a labouré au treuil après, donc toutes les vignes qui étaient praticables étaient labourées comme ça, et après on est passé à des petits tracteurs légers, ce qu'on a maintenant encore aujourd'hui. Donc il y a certaines vignes qu'on n'en a pas vues, oui, un travail on va dire beaucoup d'interventions manuelles, une recherche d'activité dans le sol, donc avec des tracteurs légers, limiter le tassement, une recherche de présence ou non d'herbes, et aussi une recherche de développement d'herbes on va dire locales, pour essayer justement de venir apporter de la matière organique et de structurer les sols et d'avoir des sols qui soient le plus vivants possible. Donc ça, c'est notre approche dans le travail du sol. Et puis voilà. Aurélien, tu souhaitais un peu nous parler de l'histoire un peu du vignoble de l'Aube. Je trouve que c'est toujours important de ramener, de connaître et de ramener à l'histoire, parce que ça influence beaucoup l'actualité aujourd'hui, et ce pourquoi aussi la Côte des Bars a tendance à être et de plus en plus peut-être à la mode, où il y a une jeune génération qui arrive dans la Côte des Bars et qui font beaucoup changer les choses et qui recherchent beaucoup. C'est ça qu'on dit la Côte des Bars, oui, ou l'Aube, la Champagne pouilleuse. C'est vrai que on est, je pense, une région qui a toujours été titillée et mis de côté, ce qui a forcé les gens de la région à toujours se remettre en question et à toujours rechercher de faire mieux, qui s'est aussi beaucoup influencé. Et je pense que quand on goûte des champagnes de la Côte des Bars, ou quand on y est dans la Côte des Bars, il faut toujours avoir à l'idée qu'on est, oui, en Champagne,
mais on est à 10 km de la Bourgogne. On était bourguignon avant la Révolution française, la limite de la Bourgogne était plus au nord que le vignoble d'ici. On a, oui, au début des années 1900, été sorti de l'aire d'appellation en 1911. On est re-rentré en 1927 par choix plutôt du nord de la Champagne qui réglemente aussi toujours la Champagne actuelle. Et ce qui a peut-être donné l'envie aux gens de la région d'aller chercher ailleurs et de s'influencer ailleurs. Et donc quand on est dans la Côte des Bars, il faut vraiment être et avoir l'image qu'on est un peu entre un mix entre oui, la Champagne et la partie sud de la Champagne, et oui, on fait du champagne, mais on a aussi été influencé dans notre histoire beaucoup par la Bourgogne. Et la majorité ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que la majorité des gens ici, dans la Côte des Bars, et des vignerons ici, sont principalement allés étudier en Bourgogne, à Beaune, comparé, et ne sont pas allés à Avize. Ici, on est à mi-distance entre ces deux écoles pour apprendre la vigne et le vin, et qui sont Avize et Beaune, et la majorité des gens d'ici sont allés à Beaune. Et qui dit Beaune dit une influence, oui, bourguignonne, mais aussi Beaune, une école qui regroupe beaucoup d'étudiants et de régions différentes, et qui dit une ouverture d'esprit sur d'autres régions qui est peut-être différente, et ce qui mène aujourd'hui à ce que la Côte des Bars soit un vivier de plein d'idées, de plein de vignerons qui recherchent et même au même titre que le Nord maintenant aujourd'hui, qui de manière générale, la Champagne dans notre on va dire microcosme de vignerons qui recherchent est beaucoup influencé par d'autres régions, notamment la Bourgogne. Aurélien, tu peux nous situer un peu le vignoble de la Côte des Bars, avec toutes ces vallées qui composent un peu la topographie du vignoble? Une des particularités du côté Bar-sur-Seine, Bar-Sécanet, et de la situation de notre vignoble qui est uniquement sur Celles-sur-Ours, c'est cette jonction de vallées. On a la jonction de 4 vallées, la vallée de la Seine, la vallée de l'Aigne, la vallée de l'Ars et la vallée de l'Ours. Et ces vallées-là se rejoignent au pied du vignoble de Celles-sur-Ours et amènent, on va dire, une diversité de sols avec une sédimentation quand la mer s'est retirée, quand l'eau s'est retirée, une complexité qui est là à ce croisement. Aussi un croisement avec des expositions très différentes, donc là c'est aussi intéressant de jouer avec les cépages et avec les expositions sur le terroir de Celles, et avec un climat très particulier qui, du fait de ce croisement de rivières et de vallées, a une humidité là peut-être un peu plus supérieure, ce qui rend Celles-sur-Ours comme étant très atypique dans son encépagement. Si mes chiffres sont encore à jour, la Champagne c'est 34 000 hectares. Je crois que c'est sur ces 34 000 hectares, c'est divisé en un tiers de Chardonnay, de Pinot Noir et de Pinot Meunier. Mais sur ces 34 000 hectares, je crois qu'il y a une centaine d'hectares qui sont les 4 autres cépages, qui sont le Petit Mélier, l'Arbane, le Pinot Blanc et le Pinot Gris. Et sur ces 4 autres cépages, ce qui représente à peu près une centaine d'hectares, la majorité de ces cépages anciens sont du Pinot Blanc, à plus de la moitié. Et donc si on s'intéresse au Pinot Blanc, aux cépages anciens, on est forcément obligé de s'intéresser à Celles-sur-Ours, puisque les anciens avaient mis ce cépage-là à Celles-sur-Ours
pour lutter contre ce climat particulier et difficile qui favorisait le gel de printemps. Cette situation-là de croisement de vallée a influencé ce climat, a influencé l'encépagement du village et aussi l'encépagement a influencé beaucoup l'histoire de notre famille, de la relation de notre famille avec le pinot blanc, parce que aujourd'hui nous on est très atypique dans notre encépagement grâce à cette situation ou à cause de cette situation de croisement de vallée à Celles-sur-Ource. D'ailleurs, tu réfléchis à réintroduire d'ici quelques années les vieux cépages qui sont l'Arbanne, le Petit Meslier et le Pinot Gris. Oui, c'est ce qu'on discutait dans cet impact du changement climatique, c'est comment ou une autre des solutions qui peut être envisagée pour limiter l'impact du changement climatique et pouvoir continuer peut-être à faire des vins d'équilibre dans la Côte des Bains, c'est peut-être l'utilisation des cépages anciens et notamment de l'Arbanne, oui, du Petit Meslier, du Pinot Gris. Oui, parce que tu me disais qu'ils avaient du mal à mûrir, donc aujourd'hui avec le réchauffement climatique, comme c'est des cépages tardifs, ce sera peut-être des cépages qui vous permettra de continuer à faire du champagne à une époque où les cépages actuels ne permettraient pas d'en faire. Exactement, ou du moins permettront par l'assemblage de venir amener de la fraîcheur. C'est vrai que ces cépages anciens, ces cépages qu'on appelle oubliés, ils ont été oubliés aussi un peu à cause de ça, parce qu'ils faisaient des raisins qui n'étaient pas peut-être assez mûrs et pas assez complexes. Et donc du coup aujourd'hui, avec un climat qui change, où en 25 ans on a modifié de 2 semaines, on a raccourci de 2 semaines la date moyenne des vendanges, où on a plutôt tendance à vendanger en août-septembre qu'en septembre-octobre, et peut-être que oui, ces cépages anciens sont une des solutions pour pouvoir continuer à faire du champagne et pour garder de la fraîcheur et de pouvoir les amener à maturité pour pouvoir faire des grands vins d'autres cépages. Donc déjà quelques vignerons s'y intéressent et s'y ont intéressé ces 5-10 dernières années. Et je pense que oui, la voie, c'est une des voies à suivre, qui est une des voies intéressantes pour pouvoir continuer à faire de la vigne et à faire du champagne ici dans notre région. Donc là maintenant nous sommes devant le pressoir typique champenois qu'on va retrouver dans cette série de reportages sur la Champagne. Aurélien, tu peux nous expliquer comment tu fonctionnes de la réception de vendange jusqu'à la vinification des vins tranquilles. Tout commence à la vendange. Bien sûr qu'après la vinification est toujours beaucoup plus simple quand on a un grand raisin à la base. Nous on vendange de manière un peu particulière ici. On est encore, on va dire, à l'ancienne, avec des gens, avec des vendangeurs et qu'on nourrit et qu'on loge. Donc sur le domaine en période de vendange, on est entre 80 et 90 personnes. On a un principe de coupe qui est un peu particulier, avec une double sélection, un double tri à la vigne. C'est-à-dire que le coupeur, bien évidemment, sélectionne ce qu'il met dans le seau et fait un premier tri. Et après, pour chaque groupe de 6 coupeurs, on a une personne qui vient faire un second tri par seau avant de mettre dans des caisses. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. En soi, quand une année comme 2018 où on n'a pas du tout de tri à faire, au final les vendanges sont encore plus faciles. Mais des années où on a des légères sélections à faire de tri, ça nous permet d'avoir vraiment une qualité
optimum et optimal sur la sélection. Et quand on arrive ici, on a une qualité de raisin, un tri de raisin, une sélection de raisin qui est quasi parfaite. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on maintient encore beaucoup. Et donc on nourrit, on loge tout le monde, on fait à manger. On boit 600 bouteilles de champagne en 10 jours. Donc c'est vraiment la grande fête et on part de ce principe-là. Plus on donne aux gens, plus on est capable de leur demander en retour. Donc c'est double sélection à la vigne. Une autre particularité, c'est très vite les raisins sont sortis de la vigne et attendent à la vigne dans un camion frigo pour justement des années solaires, et on a de plus en plus de vendanges chaudes, que les raisins n'attendent pas au soleil mais attendent au frais. Et donc arrivé ici, très classique, on pèse, on répartit des parcelles. En fait, on répartit des terroirs entre deux pressoirs. On a un traditionnel ici et un pneumatique. Traditionnel est plutôt un pressurage très classique, classique pour la Champagne. Pneumatique, un pressurage un peu plus moderne. Là, tu remplis, tu presses, une rebêche, tu represses. Tu fais combien de... Non, c'est un pressoir sur le traditionnel. Ça tout dépend encore une fois des millésimes, mais en moyenne, en général, c'est entre 3h30 et 4h. On fractionne les jus entre les cuvées, les tailles et les rebêches. On vient parfois faire des sélections de jus en fonction aussi des retrousses, des pH. Le but, c'est vraiment d'avoir un pressurage le plus précis et le plus fin possible. C'est pour ça qu'on joue avec les deux pressoirs. Il y a certains terroirs à forte personnalité qu'on met sur ce type de pressoir-là, sur le traditionnel, puisqu'on va pouvoir extraire en finesse un peu plus loin, toujours en gardant la finesse. Et puis chaque taille en fait correspond à une partie de ton grain de raisin, et puis plus t'en fais, en fait, plus tu auras un jus. Bon, après tu les fractionnes pour les vinifications, mais tu auras un jus qui est représentatif de l'ensemble de la baie. Exactement. Les débuts de pressurage, entre le début de l'extraction de début de pressurage et l'extraction de fin de pressurage, va chercher dans le raisin des parties différentes, plus ou moins proches de la pellicule ou du pépin. Donc c'est ce avec quoi on joue. Donc on joue avec ces deux types de pressoirs, pneumatiques traditionnels, avec le fractionnement des jus, et de manière assez classique après. Le jus coule par gravité dans la cave pour la suite de la vinification. Le pressurage champenois est un pressurage très, on va dire, délicat dans l'approche. Pour extraire 100 litres de jus de raisin, on va avoir besoin de 160 kg de raisin. Alors que dans une région, on va dire, un peu plus... dans une vinification un peu plus classique en blanc, peut-être plus bourguignon, Chablis ou la Côte d'Or, on est peut-être sur des extractions qui s'approchent plus de 130, 140, voire 150 kg pour 100 litres. Donc ça veut dire que nous, on a besoin de plus de raisin pour avoir la quantité de jus. Ça veut dire qu'on presse moins fort. Ça, c'est vraiment une volonté. Donc après, tes jus, ils arrivent en cuve. Ouais, après c'est... La philosophie et le prolongement de celle de la vigne, c'est d'être le plus non interventionniste possible, dans le sens où chaque intervention doit être en soi justifiée. Il n'y a pas de superflu ici. On continue à maintenir des raisins à des températures relativement basses, qui nous permet de limiter l'utilisation du soufre, voire de ne pas en utiliser du tout en fonction des terroirs et des cépages. On fait un débourbage relativement à froid pendant 12 heures à une dizaine de degrés, et puis après on relâche les températures un tout petit peu. On fait des pieds de cuve pour des pieds de cuve que nous faisons pour lancer les fermentations, et après de manière
on va dire naturelle, la fermentation part dans toute la cuverie. Et puis après ça, on a une fermentation qui est un peu particulière ici, où on fermente plutôt à basse température. On est aux alentours de 14, 15, 16 degrés maximum. Donc ce qui est plutôt bas en fermentation. C'est ce qu'on a fait des essais beaucoup, et on s'aperçoit que l'aromatique est différente avec des fermentations à basse ou à haute température. Donc nous on a plutôt fait le choix des basses températures. Et après, naturellement, chaque terroir, chaque parcelle a sa cuve, et on le met dans sa cuve, et on a une fermentation alcoolique qui se passe plutôt en longueur, et une fermentation malolactique qu'on ne cherche pas à arrêter. Oui, ça c'est vraiment important parce qu'à Champagne, il y a une grande partie où on bloque les malots, voilà. Et une autre partie où justement on va jusqu'au bout du vin tranquille et voilà. On attend. Après, c'est vraiment des choix. C'est vraiment aussi en fonction du terroir. Moi, je trouve que ici, dans la Côte des Bars, pour avoir vraiment cette recherche de texture de sol, bloquer les malots nous ne permet pas d'atteindre une complexité qu'on arrive à avoir quand on fait les malots. Qui dit bloquer les malots dit aussi utiliser soit beaucoup d'énergie par la température, soit une grande quantité de soufre. C'est quelque chose que nous on a un peu plus de mal historiquement dans le domaine à faire, donc et à envisager. Donc c'est pour ça que dans cette recherche de pureté, de précision de vin, on fait les malots et on recherche la fermentation malolactique. Donc avant la mise en bouteille pour la prise de mousse, tes vins tranquilles, tu les gardes combien de temps en cave? Les vins restent sur lit pendant une dizaine de mois. Il n'y a pas de collage, pas de filtration, pas de passage au froid, on va dire technique ou technologique. On essaie de faire un passage au froid naturel en utilisant le froid de l'hiver. Et donc reste sur lit. Donc plutôt en utilisant, puisqu'on utilise peu de soufre ou pas de soufre, on utilise surtout l'aspect réducteur des lits qui nous permet d'avoir une protection, on va dire, naturelle du vin en cuve, et on joue aussi beaucoup avec ce milieu réducteur là pour élever les vins. On ne recherche pas la réduction, mais on l'utilise, ce qui nous permet d'utiliser moins de soufre. Au niveau de l'élevage, c'est vin tranquille, uniquement de la cuve. Pierre Gerbet, c'est uniquement de la cuve. C'est vraiment une volonté, c'est quelque chose en venant et en étudiant en Bourgogne, c'est quelque chose qui n'est pas naturel quand on vient de là, de vinifier les vins en cuve. On a plutôt l'habitude de vinifier en fût. C'est quelque chose qu'on m'a expliqué, que j'ai mis du temps à comprendre, mais qu'aujourd'hui je partage. C'est une recherche, le choix de la cuve, c'est une recherche de fruits, de fraîcheur de fruits, d'accessibilité de vin, de toucher qu'on a en cuve et qu'on a parfois différemment en fût. Donc c'est vraiment la philosophie de mon grand-père et de mon père d'avoir toujours travaillé en cuve, donc c'est quelque chose que je conçois. Rien ne m'empêche de faire des expérimentations en fût, et notamment pour un futur projet où là on aura... on va le voir en bas en cave, des vinifications sous bois. D'accord, justement on va aller en cave. On va goûter quelques 2018. Ouais. Là on est sur la parcelle où on était tout à l'heure dans les vignes, on est sur les côtes, les chardonnays donc, qui regardent au nord. Cette année ça a été un peu particulier parce que
ces dernières années, ça le devient de plus en plus. On a eu du stress à la vigne dans certaines vignes, et notamment dans les expositions sud, qui sont des expositions qui sont plus solaires, et donc où le sol va sécher peut-être plus rapidement. Ce qui se passait traditionnellement chez nous, c'est qu'on vendangeait les expositions sud et après les expositions nord. Et cette année, on a vendangé les expositions nord avant les sud, puisque les nords gardaient beaucoup plus de fraîcheur, ont su garder de la fraîcheur et donc du coup une quantité d'eau un peu plus importante au mois d'août quand la vigne en avait besoin, et que ça a débloqué et ça a continué à mûrir et à alimenter la vigne, alors que les expositions sud ont peut-être commencé un peu à être bloquées et à avoir des blocages de maturité qui sont débloqués un peu plus tard pendant les vendanges. Donc c'est encore l'exemple cette année où on a commencé un peu à l'inverse de ce qu'on a toujours fait dans la région un peu avant. Donc là on est sur les fins de sucre. Là on est sur la fin de FA. La cave, après, on a relâché la température. Là aujourd'hui les vins sont plutôt à température ambiante de cave et ils vont attendre les malots dans les prochains mois ou un petit peu plus tard. Ici on a la chance d'être dans un environnement assez propice pour les malots, on a toujours fait les malots, donc les malots partent toujours très bien. Donc généralement c'est l'étape suivante. Donc, les vins vont rester sur lit jusqu'au mois de juin. C'est assez particulier, souvent en Champagne on a tendance à faire des débourbages très serrés, c'est-à-dire qu'on va séparer très rapidement les bourbes fines ou les bourbes, qu'elles soient fines ou grossières, de la partie claire. Nous c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et avec lesquels on aime beaucoup jouer, un peu à la bourguignonne. Parce que c'est réducteur. Parce que oui, c'est réducteur et parce que c'est aussi la colonne vertébrale d'un vin et qui, dans soi, les lits vont venir nourrir et vont venir complexifier le vin pendant l'élevage quand elles sont bonnes et quand la matière première est belle. Donc c'est ce avec quoi nous on travaille. Ouais, déjà on a des jolis arômes d'agrumes, de fruits blancs. C'est marrant parce que du coup ça donne un millésime où on a déjà normalement le chardonnay développe avec l'élevage, avec du temps. On retrouve déjà des arômes de vin quoi, alors qu'on est juste en fin de FA. C'est souvent des vins où on est sur le côté encore primeur, alors que là on est déjà sur des notes. Ce qu'on a un peu remarqué en Bourgogne les jours précédents, c'est qu'on a déjà des vins, des jus qui sont déjà. Avec des années, on va dire, qu'on peut appeler solaires ou mûres, on a souvent la sensation, alors ça peut parfois nous faire peur, vignerons, mais que ça se goûte très bien, voire trop bien jeune. Donc on se dit quel est le potentiel de vieillissement. Mais c'est vrai qu'encore une fois cette année, ça se goûte, moi je trouve plutôt très bien et bien, et c'est accessible à la dégustation assez tôt. On a une superbe tension. On a un milieu de bouche qui est très salin. On retrouve vraiment ce côté, tu me parlais tout à l'heure, la coquille d'huître, le calcaire. Mais par contre, on a un volume en bouche déjà. Alors bon, il doit rester quelques grammes de sucre, donc on a une petite sucrosité en bouche et les malots qui ne sont pas encore enclenchés, donc on n'a pas l'esprit final, mais on peut voir déjà qu'il y a. Il y a l'énergie du Kimérégien qui est là. Il y a l'énergie, on sait qu'on va avoir du volume. Les acidités vont se retravailler un petit peu avec les malots, mais on voit déjà le potentiel du millésime qui s'annonce prometteur. Oui, exactement. Bon, après on est à Bordeaux, on ne fait pas les millésimes du siècle toutes les années. C'est un peu ça. Bon là on arrive un peu à une partie un peu spéciale pour toi, tu peux nous raconter un peu? Ouais, c'est aussi un enseignement de mon expérience chez Olivier. Rien n'est jamais acquis, on avance, mais on se remet en question quand même toujours, on essaie de se trouver, de se chercher. Ici c'est un peu ça, c'est un petit projet qui a commencé avec 2 fûts, qui a commencé en 2009 quand je suis revenu faire ma première vinif encore entre 2 études ici et avant que je revienne définitivement en 2011.
Et j'ai juste demandé à mon père, à mon grand-père de me laisser une petite partie de vigne pour que je la cultive pour faire des essais. Donc les échalas en font partie. Il y a un travail sur la densité de plantation sur les chardonnays. Il y a un travail sur plein de choses. Et donc ils m'ont dit bon bah ok, on va te donner un peu la même chose que ce que ton grand-père a eu, donc ce cadeau de mariage, 40 arts de vigne. Et donc voilà, les 40 arts de vigne, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai commencé avec 2 fûts, et puis chaque année, j'ai grandi et le projet a grandi. Donc 3 petites parcelles, 0,4 hectares. L'objectif est de ne pas oublier le travail des générations précédentes qu'on a fait sur Pierre Gerbet, mais de venir apporter quelque chose d'autre, une autre philosophie, une autre vision du champagne, une vision qui est peut-être un peu plus personnelle pour le moment, et aussi une approche peut-être du champagne avec une capacité, une recherche extrême de capacité à vieillir. Le champagne est un des vins qui a pour moi une des plus grandes capacités de vieillissement par sa constitution normale, naturelle, avoir été effervescent, avoir des équilibres de vin qui sont avec des niveaux d'acidité importants. Et ça, c'est vraiment un travail que je voulais faire. Et pour moi, un vin qui est capable de vieillir, c'est un vin qui est à éduquer à l'oxygène. Et pour moi, le fût, c'est une des premières étapes pour l'éducation d'un vin à l'oxygène, et de venir le complexifier, de venir le préparer à ça. La suite naturelle de cette vinification en fût, c'est un élevage en bouteille en tirage liège pour continuer à cette éducation à l'oxygène. Donc on n'est pas parti pour faire des vins oxydés ou évolués, on est parti pour éduquer un vin pour qu'il devienne avec le vieillissement le plus frais et qu'il ait la capacité de vieillissement la plus longue possible. Et pour moi, le fût et le tirage liège font partie des ingrédients qui permettent à ça. Puisqu'on parle du tirage liège, on va refaire un petit topo, c'est des généralités globales. Ouais. Comment tu procèdes pour la prise de mousse, le temps sur latte, suivant les cuvées, et le dégorgement? De manière assez classique, donc après ce vieillissement de vin non effervescent, de vin tranquille en cuve de 10 mois, on fait une mise en bouteille au mois de juin, fin juin, début juillet. On met en bouteille, c'est la première étape de la champagnisation, c'est là où on passe d'un vin tranquille à un vin effervescent. On met en bouteille une liqueur, donc du sucre, une liqueur de tirage, du sucre, avec un vin en fermentation et l'assemblage final de la cuvée. Donc 3 ingrédients, le vin de base, du sucre et des levures qu'on enferme dans une bouteille, avec soit la majorité du temps avec une capsule. Pour Pierre Gerbet, c'est pareil, autant pour nous la logique c'est d'élever en cuve et de faire vieillir en bouteille, en capsule, puisqu'on a la même dynamique et la même connaissance des entrées d'oxygène et de fraîcheur et le fait de retrouver cet équilibre de fraîcheur et d'accessibilité des vins. Donc quand on fait vieillir en bouteille, majoritairement les champagnes sont faits vieillir en capsule. Et ici, dans ce cas-là, on fait vieillir plutôt à l'ancienne avec une fermeture de la bouteille pour la prise de mousse avec du liège. Donc la prise de mousse, c'est ça. C'est des levures qui mangent une quantité exacte de sucre et qui sont emprisonnées dans une bouteille fermée, soit par une capsule, soit par un bouchon liège, et qui vont produire, en mangeant le sucre, vont produire du gaz et un petit peu d'alcool, remonter un petit peu d'alcool, mais principalement du gaz, et c'est là ce qu'on appelle la prise de mousse. Voilà. Donc chez nous, traditionnellement, il n'y a rien de révolutionnaire à cette pratique-là.
Et après, le vieillissement se fait entre 2 ans et demi et 3 ans. En fonction des cuvées. Les cuvées grains de sel sont vieillies 2 ans et demi. Les cuvées plutôt parcellaires monocépages, Osmose, Original, Audace, Rosé de Saignée sont vieillies 3 ans et sont dégorgées. Donc sont préparées à la vente, dégorgées, dosées ou non en fonction des besoins du vin. Et après, dégorgement, vieillissent encore, attendent avant commercialisation entre 3 à 6 mois, qui est une phase un peu de repos et pour le vin avant commercialisation. D'intégration de la liqueur ou pour les vins non dosés de se remettre en place suite au dégorgement. Et à noter aussi que tu as la cuvée, donc l'Audace 100% Pinot Noir, que tu conduis du début jusqu'à la fin avec 0 sulfite ajouté. En fait, on essaye d'avancer. Chaque année, on fait beaucoup d'essais pour justement apprendre et essayer d'aller encore plus près de ce qu'on recherche. La vinification sans soufre, en soi, oui, est une tendance avec les vins naturels et avec une recherche de moins d'intrants. C'est pas une finalité en soi, vinifier sans soufre. Mais ce qu'on s'est aperçu sur le terroir de la cuvée de l'Audace, qui sont des argiles brunes, et sur le cépage Pinot Noir, on arrive durant l'élevage et même jusqu'à la fin à avoir une retranscription de fruits, une retranscription de terroir avec une vinification sans soufre qu'on n'a pas lorsqu'on ajoute un tout petit peu de soufre, même un tout petit peu au pressurage. Notamment au pressurage à la réception de vendange. Donc ce qui nous a amené à ça, c'est des essais. On a goûté, on trouvait on a cherché l'étape à laquelle on perdait l'éclat de fruit et on perdait cet éclat de fruit et cette accessibilité du fruit au moment où on mettait le soufre. Donc on s'est dit, allez, on va essayer d'en faire 100. Sans soufre, c'est pas sans rien faire, c'est en prenant chaque étape et en essayant par des moyens naturels. La gestion de la température en est une, le matériel en est un autre, avec des pompes très respectueuses du vin, l'hygiène. Tout ça mis bout à bout font que ça demande encore plus de travail de faire des vins sans soufre. C'est pas des vins qui se font naturellement, mais se font par le biais d'éléments naturels, mais demandent vraiment beaucoup d'attention pour arriver à garder de la précision, de l'énergie, de la fraîcheur. Bon, assez parlé, on va passer à la dégustation. Donc là, on déguste la cuvée Osmose. Ouais, exactement. Osmose. Donc Osmose, on revient à notre réflexion sur le chardonnay, qui est l'osmose. C'est pour nous le parfait équilibre entre les expositions sud et les expositions nord. Deux vieilles parcelles qui ont entre 45 et une cinquantaine d'années. Deux vieilles parcelles de chardonnay qui s'assemblent et qui marchent plutôt bien ensemble. Deux terroirs, terroir des côtes, terroir de Chambières. Là, on est en 2013 et 2013 on est c'est assez floral, on est sur les agrumes, la pomme un peu acide, la Granny Smith. C'est très délicat au nez. Ça reste un chardonnay qui est... On a une jolie petite bulle. Donc on déguste dans des verres alto, donc on n'est pas dans des coupes avec le filet de bulle qui apparaît. Il faudrait rayer le fond du verre pour avoir les petites bulles qui remontent le filet de bulle. On a une jolie bulle crémeuse, une belle tension. On a une jolie matière qui vient enrober cette tension, mais on est sur un vin qui est plutôt juste sur le registre de la vivacité et de la longueur en bouche. On est tout en délicatesse. C'est vraiment ça,
en envie et une recherche de montrer le côté délicat. On est plutôt sur des terres blanches. Les chardonnays et les pinots blancs sont plutôt situés sur des argiles blanches et le pinot noir plutôt sur des argiles brûles. Donc on est plutôt sur ce côté délicat, dentelle et un peu aérien du chardonnay. Là, alors, avec le fait qu'il remonte un petit peu en température, on a de légers amers qui arrivent en fin de bouche, ça donne au niveau du dosage, donc on a un extra brut. Donc, ouais, alors extra brut c'est 6 grammes, là, nous on est à 2 grammes. 2 grammes. Donc c'est vraiment juste. Donc on va bien voir la contre-étiquette, 100% chardonnay, vendange 2013, dégorgement septembre 2017 en extra brut. Et oui, maintenant, les vignerons de Champagne, souvent sur les contre-étiquettes, on a le passeport de la bouteille avec les terroirs, souvent le cépage, la date de dégorgement, le millésime et le dosage aussi, donc toutes les informations importantes. Et on continue avec l'original. L'original, cette cuvée un peu sentimentale sur ce terroir un peu sentimental. Donc c'est la cuvée 100% Pinot Blanc, la parcelle de plantée en 1904 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. L'original, c'est cette vieille parcelle qu'on a toujours eue et qu'on a toujours eu un petit coin dans la tête de vinifier seul. Donc ça s'est fait, le premier millésime, ça s'est fait, c'était en 96 et il est sorti pour le changement du millénaire, pour l'année 2000. Ça c'était vraiment une volonté de mon papa et de mon grand-père. Ce qui fait que je crois que c'était le premier champagne en 100% Pinot Blanc à l'époque. Et aujourd'hui, on est une nouvelle fois sur le millésime 2013, un tout petit peu plus dosé d'1 gramme, 3 grammes mais toujours en extra brut. Et aromatiquement, par contre, on est vraiment sur un côté un peu plus floral, mais c'est étonnant parce qu'on commence à aller chercher des notes de noisette un petit peu, des notes un petit peu légèrement qu'on peut assimiler un peu à de la réduction, c'est assez léger, une note un peu grillée, c'est assez complexe. Les amandes. C'est très joli, les amandes, oui. L'amande fraîche surtout, le côté assez frais de l'amande, la fleur blanche et puis vraiment une petite arôme de beurre noisette quand on fait un petit beurre noisette pour une petite sole, c'est un peu cette aromatique là. On va continuer avec un petit peu de pinot noir. Après le chardonnay et le pinot blanc. Donc l'audace. L'audace, c'est encore une fois cette recherche, comme on disait, on allait voir la vigne tout à l'heure, c'est cette recherche de générosité, de pinot noir, d'un terroir qui est très gourmand, très opulent. Là on change d'argile, on est plutôt sur des sols bruns, des argiles brunes, on est plus sur les argiles blanches, c'est pour ça qu'on a du pinot noir dessus. Parcelle de 70 ans, terroir de Sainte-Marie, et là, voilà, un pinot noir qui s'exprime par un peu de puissance et de générosité. Donc là, Audace, c'est 2013 aussi, brut nature, 0 dosage. Brut nature et 0 sulfite. Et dans la vinification, oui, pas de soufre ajouté pour la vinification. Encore une fois, c'est pas une recherche absolue, c'est juste que le vin n'en a pas besoin et se construit autrement et se construit différemment. C'est des vins qu'on a tendance souvent à un peu avoir peur à faire et à surprotéger. Donc on a souvent des phases un peu réductrices et protecteurs au départ, et c'est souvent des vins qui demandent un peu plus de temps à l'ouverture. Un carafage, pourquoi pas si on sait carafer les champagnes avec des carafes courtes. J'allais y venir, tu me l'herbe sous le pied. Les champagnes, surtout quand on est sur des parcellaires ou des cuvées qui sont assez recherchées, je préconise de carafer, donc on n'y va pas comme un vin blanc, comme un sauvage, on y va délicatement. Je pense que j'ai vu une carafe Zalto notamment. Si tu me permets, je montre comment on carafe un vin de champagne. On prend sa carafe, pas une carafe trop évasée, donc là le format Zalto est parfait. Et on y va délicatement. Le but c'est d'aérer le vin pour l'aromatique, d'enlever l'excédent de bulles qui est à l'ouverture de la bouteille.
Et vous allez voir, vous allez pouvoir déguster votre champagne pendant un bon moment. Vous n'allez pas perdre la bulle, c'est juste l'excellente bulle qui se dégage. Et on va aller chercher l'aromatique. L'idéal serait d'aviner la carafe. Oui, mais là j'ai fait le carafage. Et aussi, une chose qui est un peu plus compliquée, de mettre la carafe à la même température que le vin. Donc ça voudrait dire qu'on met les carafes dans le frigo, c'est moins drôle, mais là on arriverait encore à garder encore plus de bulles. Oui, mais là on est en direct. J'ai pas pris le temps de la vider ni de la mettre au frigo. Là, il y a 5 Américains qui viennent de vomir, qui savent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils nous font, ces champenois? C'est vrai ou pas? Ouais, là, c'est un secret, hein? Non, mais un vrai secret. quand je travaille en restauration, les clients, quand je leur proposais de carafer les champagnes, ils me regardaient au début avec les yeux de hibou. Bien sûr. Mais après, derrière, ils te laissaient faire parce qu'on était là pour expliquer. Et les grands champagnes, si on les carafe pas, on passe à côté parce qu'il faut des heures pour que ça s'ouvre. Les grands champagnes, c'est travailler, c'est un vin. Vous virez les bulles, vous avez un vrai vin, vous pouvez le boire. Et justement, le carafage permet d'aller casser les molécules aromatiques, d'aller développer l'aromatique du vin, refaire sortir la structure. Et il y a toujours un petit excédent de bulle dû au dégorgement et à la prise de mousse. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc plutôt une carafe assez longue, fine, pour éviter de trop casser la bulle, et y aller délicatement. J'ai la même à la maison. Et donc le pinot noir, ce que j'aime beaucoup sur cette cuvée là, c'est qu'on a des notes toujours un petit peu réductrices, très très agréables. C'est vraiment une belle réduction. Et à côté, on part sur de l'abricot sec, on part sur de l'épice, on part sur un peu de réglisse. C'est assez complexe, c'est une très belle cuvée. Et en bouche, par contre, on a toujours ce style gerbé où on a quelque chose de très tendu, mais il y a un volume en bouche qui vient tapisser la bouche. Et c'est vraiment un champagne qui appelle à manger, où on peut aller sur du veau, des champignons. On peut, si on ne le sert pas trop frais, on peut partir sur une poularde, nori avec un petit peu de vin jaune parce que ça supporte très bien un plat où il y a un peu d'arôme d'oxydation de champignons. On pouvait partir sur un beau poisson type solmenière, donc c'est vraiment une très belle cuvée pour aller à table. Je suis d'accord. La viande blanche, c'est la générosité des argiles brunes et de ce terroir qu'on a nous ici avec le pinot noir nous amène souvent nos champagnes à manger avec. C'est vrai. On a une belle longueur en bouche, des arômes de grillé, d'abricot sec. C'est sublime, ça tapisse la bouche et il y a toujours cette fraîcheur qui vient donner du relief à la bouche. Et donc pour revenir au carafage, comme on voit, il y a toujours les bulles. Et ça, on peut passer 40 minutes, 1 heure, 1h30 à table, vous aurez toujours des bulles. Mais un vin qui sera dans sa plénitude absolue. On va à l'apéro. Allez, C'est bon. apéro. Je t'ai fait un carafage en direct, hein, ça vaut l'arde un peu. On dirait une belle bière. On finira là-dessus.